Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé sur comment calculer une surface ou bien un volume. Je vais vous donner seulement un petit résumé. Les détails, vous allez les voir en classe parce que c'est un petit peu long, un petit peu compliqué. Mais les exercices, je vais vous montrer comment on fait pour rendre les choses simples. Alors, première partie, on va commencer par les calculs de surface. Vous avez le plan muni d'un repère orthonormé. On considère deux fonctions f et g sur deux fonctions quelconques, continues sur un intervalle AB fermé, bien sûr avec A inverse strictement B. Et on a les cas suivants. Alors, il y a un cas que je n'ai pas traité. C'est la surface limitée par la courbe de C de F, la courbe de C de F-1. Je répète, sans connaître la forme de F-1, c'est-à-dire sans déterminer l'expression de F-1, on va essayer de calculer la surface limitée par C de F et C de F-1. Ça va? Je vais laisser ça en tant qu'exercice. Alors maintenant, pour le cours, alors on va commencer. Écoutez s'il vous plaît, je n'ai pas donné trop de détails parce que j'ai envie de faire les exercices. Je vous donne seulement la forme générale. Alors, l'air limité par C de F, c'est-à-dire la courbe d'une fonction F. L'axe des abscisses, parce qu'il y a des fois l'axe des abscisses, il y a la courbe limitée, la surface limitée par deux courbes, C de F et C de G. Il y a la surface limitée par C de F et une droite d'équation Y égale à alpha. Et il y a la surface limitée par l'axe des abscisses et C de F. Seulement ici, vous remarquez que ici, au début, elle était au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, après, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, on va essayer de traiter ces cas. J'ai dit le dernier cas à propos de C de F et C de F-1. On va le traiter en tant qu'exercice. Alors, la surface limitée par C de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a, x égale b. Alors, avant de continuer, regardez, qu'est-ce que ça veut dire les équations? L'équation des droites x égale a, x égale à b. Si vous trouvez ça le jour du bac, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire a et b sont les bornes de l'intégrale. Voilà. Alors en bas, vous allez avoir le a, et en haut, vous allez avoir le b. Ça y est. Et ça, c'est une surface géométrique, c'est-à-dire quelque chose de positif. Alors nous, si on n'arrive pas à faire le dessin, il vaut mieux mettre la valeur absolue. Comme ça va être quelque chose de positif. Parce qu'on a vu dans le cours, si vous avez une fonction positive, son intégrale est, parce que c'est un calcul, donc son intégrale est positive aussi. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire US? US, quand on calcule les surfaces, on peut les calculer avec des centimètres carrés, des mètres carrés, des hectares, ça dépend. Ça y est, donc avec US. US, c'est unité de surface. Obligatoirement, vous devez écrire par quoi on a mesuré cette surface. Alors, en général, pour l'étude fonction avec des centimètres carrés, mais sur le terrain, ça va être avec les mètres carrés ou bien avec des hectares, ça dépend avec quoi on a calculé la surface. Ça va? Alors, c'est-à-dire, voilà, ici j'ai donné des petites explications. Sur l'intervalle AB, vous avez un morceau de C de F. Un morceau, c'est pas toute la courbe, c'est une petite partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intervalle. Alors, une fois on vous donne x égale a, écoutez bien s'il vous plaît, je vous explique comment calculer. Une fois on vous donne x égale a, x égale b, ce sont des droites qui sont verticales, parallèles à l'axe des ordonnées. Vous dessinez x égale a, vous dessinez x égale b. Là, ce qui est en rouge, c'est C de F. Ce qui est en noir, c'est l'axe des abscisses. Vous voyez? L'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale à 0. Alors, admettons si vous avez dessiné, ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Si vous avez dessiné C de F, bien sûr, le jour du bac, on va vous demander le dessin. Et après, on va vous demander de calculer l'air. Ou bien la surface, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Toujours la partie du haut, moins la partie du bas. C'est-à-dire, ce que vous avez en haut, c'est la courbe C de F. Ce que vous avez en bas, c'est la droite d'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Alors, l'air, ça va être de A à B, toujours les bas, x égale A, x égale B, de A à B. Ce qui est en haut, c'est f de x, moins ce qui est en bas. En bas, c'est l'axe des abscisses, c'est 0. dx US, unité de surface. Ça y est, vous allez me dire c'est rien le 0, au contraire, le 0, ça me dit que ça prouve que la fonction f est positive. Elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Ça y est, donc si vous écrivez f de x moins 0, ça veut dire c de f est en haut et l'axe des abscisses est en bas, se trouve en bas. Ça y est, le contraire maintenant, deuxième cas.
Deuxième cas, c'est le contraire. Vous avez une partie d'une courbe C de F. Voilà, vous remarquez, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, on a dit toujours, c'est Y est égal à 0. Alors, j'écris Y est égal à 0. Et vous voulez calculer cette surface hachurée en vert. Voilà, ici, c'était delta. Maintenant, la même chose, delta. La surface est concernée. Bon. Alors, la même chose, intégrale de A à B. Voilà, toujours les bas. Les droites verticales, A à B. Seulement maintenant, vous remarquez que l'axe des abscisses est au-dessus de ces deux. Ça y est, donc vous mettez 0 moins 1 de x. Donc c'est quoi le 0? 0 est en relation avec la droite d'équation y égale à 0. C'est-à-dire il représente l'axe des abscisses. Dx, bien sûr, avec l'unité de surface. Ça va? Donc les détails, vous allez les voir en classe. Moi, je ne vous donne que la formule, ce qu'on va appliquer le jour du bain. Ça y est, c'est tout. Voilà. Maintenant, si on a un petit problème, admettons que vous avez une partie qui est de C de F au-dessus de l'axe des abscisses et une deuxième partie qui est au-dessous de l'axe des abscisses. Voilà, c'est ce que j'ai ici. C'est-à-dire ici, on est obligé d'appliquer relation de charge. Donc, vous allez trouver là où C de F touche l'axe des abscisses. C'est au point C. C'est-à-dire C doit appartenir à l'intervalle AB. Ça y est, ce C, c'est là où vous avez F de C égal à 0. C'est-à-dire il touche l'axe des abscisses. Parce que cette partie, vous remarquez que C de F est au-dessus de l'axe des abscisses, et sur cette partie, vous avez C de F au-dessous de l'axe des abscisses, toujours avec le direct et la base. Ça va? Alors ici, on veut calculer la surface formée par la partie des points delta 1 et la partie des points delta 2. Donc vous avez delta l'union des deux parties. Ça va? Alors on veut calculer la surface, c'est-à-dire ça. On va avoir l'union, c'est-à-dire delta c'est l'union, donc ça c'est A le delta. Et voilà, ça y est, donc ici vous allez calculer la première surface plus, ça va, l'air. Vous allez calculer l'air de cette partie delta 1 plus l'air de la deuxième partie. Donc, la première, vous avez F de I et le C de F au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça va être F de X moins 0, mais de A à C, c'est tout, de A à C, plus deuxième partie. Deuxième partie, vous allez avoir 0 moins F, 0 moins F de X. Ça y est, 0 moins F de X, et X, bien sûr. Et vous avez de C à B. Vous n'avez pas le droit d'introduire le A ici. Ça y est, parce que vous avez ici l'axe des abscisses au-dessus de C de F. Et une S, n'oubliez jamais, jamais, jamais l'unité, parce que l'unité c'est 0,25 en général. Vous multipliez par le coefficient, vous allez voir, vous allez perdre combien de points. Donc il faut jamais, jamais, jamais oublier l'unité. Ça va? Une S, toujours une S. Voilà, ça y est, voilà, une S, unité de surface, unité de surface. Ça y est, alors, maintenant, pour l'unité de surface, si on considère un repère orthonormé avec le nombre de I est égal à nombre de J est égal à 1, vous écrivez seulement ici cm². Mais des fois, on donne un repère où vous avez, voilà, ça c'est l'origine. Si vous avez la norme de I est égal à nombre de J est égal à 2 et 2, ça veut dire 2 pour I et de la norme, je parle de la norme de I c'est 2, la norme de J c'est 2. Donc ici, vous êtes obligé de multiplier 2 fois 2, ça donne 4 cm². C'est-à-dire ce que vous allez calculer en tant qu'intégrale, une fois que vous terminez le calcul, vous allez le multiplier par 4 cm². Admettons si vous avez ici 2, ici vous avez 3, ou bien l'inverse, 3 et 2, ça dépend. Ça y est, qu'est-ce que vous allez faire? La même chose, admettons que vous avez 2 et 3, vous allez calculer l'intégrale, après vous allez multiplier par 2 fois 3 cm², c'est-à-dire ça va donner 6 cm². Ça va? Et dans le cas simple, quand vous avez un repère orthonormé, nombre de I est égal à nombre de J est égal à 1, c'est pas tellement difficile, il suffit seulement de multiplier par, il suffit seulement de calculer l'intégrale, après vous écrivez cm², ça s'arrête là. Ça va? Bon, maintenant le cas. On n'a pas l'axe des abscisses, on a deux fonctions. Vous avez la fonction G, la fonction F. Voilà, donc on a considéré ici deux fonctions F et G. Continue sur l'intervalle AB. Ça va, donc voilà, j'ai ici laissé de F1. Je parle un petit morceau, c'est pas toute la fonction, c'est pas toute la courbe. Un petit morceau qui est compris entre les droites d'équation x égale à x égale à. On n'a pas le droit de sortir de cette zone. C'est-à-dire qu'on sort d'un couloir et on n'a pas le droit de sortir de ce couloir. Ça va? Alors, vous voulez calculer cette R, qu'est-ce que vous allez faire? Toujours ça, la partie qui est en haut, moins la partie qui est en bas.
C'est-à-dire, moi, je parle en tant que f de x et g de x. Ça y est. Alors, dans notre cas, vous remarquez que la partie qui est en rouge, c'est c de f. Donc, je vais écrire ici en rouge. Voilà, vous allez avoir f de x. F de x. S'il vous plaît, ici, je parle dans le cas pour les élèves qui sont arrivés à faire le dessin. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à construire c de f et c de g. Donc, la partie du haut, c'est c de f. La partie du bas, c'est g de x. Voilà, vous avez f de x moins g de x. Ça va? Des x, bien sûr, avec unité de surface. Dans le cas général, si on n'arrive pas à faire le dessin, si on n'est pas sûr, il vaut mieux mettre la valeur absolue. Voilà, comme ça, on est quitte. Ça y est, parce que ça, c'est la surface géométrique. Elle doit être positive. Donc, quand on n'arrive pas à faire les dessins, si on n'est pas sûr, vous calculez f de x moins g de x. Ça y est, après calcul intégral, essayez de donner la valeur positive. Et voilà, vous pouvez calculer f de x moins g de x, appliquer la valeur absolue, après l'intégrale, mais n'oubliez jamais unité de surface. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va? Maintenant, si vous avez une droite y égale à alpha. Tout à l'heure, on a fait la droite y égale à 0, parce que c'était l'axe des abscisses, ou x, l'axe x, des abscisses. Ça va? Maintenant, si on a une droite d'équation y égale à alpha, ça y est, dans ce cas, la même chose. Toujours la partie du haut moins la partie du bas. Alors, il faut prolonger ici. Voilà. Donc ici, vous allez avoir y égale à alpha. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous faites la même chose? Vous voyez, alors c'est là, ce qui est en rouge, c'est c de f, correspond à f de x, moins la partie du bas, c'est y égale à alpha, donc moins alpha. Si on n'arrive pas à faire le dessin, mettez la valeur absolue. Ça y est, si vous arrivez à faire le dessin et vous êtes sûr que le dessin est correct, vous n'avez pas, comme si vous avez ce dessin, vous allez écrire f de x moins alpha et vous avez le résultat. Ça va? Sinon, mettez la valeur absolue et comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, le calcul de volume. Alors, le calcul de volume, c'est autre chose. Le calcul de volume, j'ai pris ici le cas, admettons, d'une ficelle. Voilà, c'est la partie qui est celle-ci. Suivez, s'il vous plaît. J'ai pris une ficelle comme ça, c'est dit, ou bien un fil de fer, ça va. Je l'ai tordu comme ça va. Et ça, c'est l'axe de révolution. Alors, je vais faire une rotation. Je vais appliquer une rotation. Donc, je fais des rotations autour de cet axe. Voilà, un axe, voilà, axe de révolution. Donc, voilà, admettons, ça y est. Là, ça, on peut voir, et ici, pointillé. Et voilà, ça y est, un axe delta. Vous avez un axe delta. Et vous avez un fil de fer. Tordu, je l'ai tordu comme ça. Ça y est, je l'ai fixé à quelque chose. Après, j'ai pris l'axe delta et j'ai commencé à le faire tourner avec une certaine vitesse. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez voir que ce fil, ça va, à force de faire des rotations de 2 capis, ça y est, c'est-à-dire plusieurs tours, ça va former un corps de révolution et ce corps va former, il va avoir un volume. Vous êtes d'accord? Alors regardez, voilà, vous faites tourner. Et si on tourne, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dit? On va former un corps dans l'espace. Un corps qui est vide, mais ça a l'air d'un vase. Par exemple, ici, vous avez presque un vase, ça y est. Et après, on veut calculer son volume. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Quand on tourne, c'est-à-dire ici, on a des cercles. Un ensemble de cercles. Vous êtes d'accord? Superposé. Un cercle au-dessus d'un cercle, au-dessus d'un cercle, ça y est. Ces cercles ont des rayons. Vous êtes d'accord? En des rayons. Et après, on va les mettre un au-dessus de l'autre, jusqu'à ce qu'on termine le corps de révolution, le C. J'ai appelé C. Ça y est? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé, admettons, ce corps, ça va, sur 2 plans. Parce que moi, maintenant, je travaille dans l'espace. Ici, vous avez l'axe Y, l'axe des abscisses, l'axe des Y et l'axe des Z. Ça y est? Alors, j'ai pris 2 plans, parce que moi, je travaille sur un intervalle AB. Ça y est, AB, regardez, suivant l'axe des Z. Ça va parce que je vais tourner comme ça. Donc, le corps va se former d'une manière verticale. Vous êtes d'accord? Alors, parce que regardez ici, je vais tourner autour de l'axe des X. Donc, ici, vous allez avoir un corps qui va se former d'une manière horizontale. Et ici, il va se former d'une manière verticale suivant l'axe des Z. Ça, c'est suivant l'axe des X. Ça, regardez, ça, c'est l'axe OX. Ça, c'est l'axe OX. Et ça, moi, je parle, c'est des fonctions. C'est ce que vous allez avoir le jour du bac. Ça, c'est l'axe OY. Ça va? Alors, on termine avec celui-là.
Qu'est-ce que vous allez faire? Ce corps est limité par deux plans. Vous êtes d'accord? Comme si on le dépose sur des étagères. Donc vous allez avoir l'axe, le plan d'équation Z est égal à A. C'est un plan horizontal, Z est égal à A. Et le maximum, ça va être Z est égal à B. C'est-à-dire que ce corps ne peut pas dépasser ces deux plans. Vous voyez, si vous faites tourner l'axe delta, ce corps, ce fil que j'ai tordu, si vous le tournez, il ne va pas se dilater. On est d'accord, il va respecter, il va conserver sa forme, ça y est, et après, à force de tourner, on va former ce corps. Ça va? Et après, qu'est-ce qu'on a? On a une série de cercles. Une série de cercles, seulement il y a un petit problème. Ces cercles n'ont pas le même rayon. Vous l'avez remarqué, ça, vous avez comme une sorte de vase. Ça, c'est un petit rayon. Ici, ça augmente, après ça diminue. Regardez, après ça s'agrandit encore. Ça y est, jusqu'à la fin, jusqu'à Z est égal à 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un plan d'équation Z égale à T. T, c'est une variable. C'est-à-dire ce plan, je vais au début le déposer sur le plan Z est égal à 1. Ça y est, c'est-à-dire comme ça, un plan sur un plan. Après, je vais faire le vert et je vais déplacer le plan Z est égal à T. Ça y est, je vais le déplacer jusqu'à ce que j'arrive à Z est égal à T. C'est-à-dire le T que j'ai considéré, cette valeur T, ça va, elle va varier de A jusqu'à B. C'est-à-dire, le corps ne va pas se dilater. C'est-à-dire, il ne va pas sortir des plans de Z est égal à A Z est égal à B. Il est compris entre ces deux plans. Comme si vous avez deux étagères, ça y est, vous avez posé un vase entre deux étagères, il ne peut pas se dilater, c'est-à-dire sortir de part et d'autre. Ça va? Bon. Alors nous, on veut calculer ce volume. Comment on va calculer? Qu'est-ce que je viens de dire? On a dit ce volume, c'est quoi? C'est un ensemble de cercles qui n'ont pas le même rayon. Alors, mais regardez, les centres ils se trouvent sur l'axe delta. Ça va? Alors, si vous prenez ce cercle, celui-là, il a une hauteur très très fine, très fine, c'est-à-dire presque négligeable, qui tend vers 0. Donc, un cercle, comme si vous prenez les CD. Les CD, presque, ils n'ont pas de hauteur. Ça y est, c'est la même chose. Ce sont des CD qui n'ont pas le même rayon. Parce que les CD, en général, ont le même rayon. Vous prenez des CD qui n'ont pas le même rayon, ça y est, mais ils ont la même hauteur. Alors, vous allez mettre un au-dessus de l'autre, jusqu'à ce que j'arrive à cette partie. Ça y est. Donc, c'est quoi le volume? C'est une somme de cercles. Si vous avez un cylindre, parce que le cylindre, il a la même forme. Le cylindre, ce sont comme des CD qui ont le même rayon. Donc, si vous posez un CD au-dessus de l'autre, vous allez former un cylindre. Ça va? Mais ici, je n'ai pas les mêmes rayons. Donc, ça va rester que des cercles. Au-dessus du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au dernier. Jusqu'à ce que j'arrive au plan d'équation Z est égal à P. Ça y est? Donc, la surface S de T, regardez, avec T variant de Z est égal à A, de A jusqu'à B, la surface S de T et l'intersection du corps, le corps qu'on a formé autour de l'axe delta, avec le plan d'équation Z est égal à P. Ça y est, donc ici j'ai pris un T, qu'est-ce qu'on a dit? Qui appartient à l'intervalle, voilà, T appartient à l'intervalle A. Ça va? Alors, si la fonction de T, on fait correspondre S de T et continue sur AB. Parce qu'en général, quand on parle de l'intégrale, il faut avoir une fonction continue. La surface, fonction continue, S de T, si elle est continue sur AB, ça y est, si on a un seul morceau. Ça y est, si vous avez S de T, à T, on fait correspondre S de T et continue sur AB, alors le volume de ce corps, le corps C, est déterminé par intégrale. En général, on ne les appelle pas des intégrales, on les appelle des sommes. Somme de A à B. Alors, somme de A à B des surfaces. Somme de A à B des surfaces. Ça y est. Alors, c'est quoi dt? Dt, c'est la hauteur. Parce que c'est pas en volume. En volume, c'est surface de base fois la hauteur. Vous êtes d'accord? Et les hauteurs, on a dit comme les CD. Ils n'ont pas de hauteur. C'est très fine. Ça y est, ils ont le rayon. C'est-à-dire, si vous voulez calculer la surface, c'est pas d'élément difficile. Surface d'un cercle, c'est quoi? C'est pi r carré. Vous êtes d'accord? Donc, moi, je pars dans ce cas. Ça y est. Après, je vais vous parler de la sphère, parce que la sphère, c'est quoi? La même chose. Donc, le parallélépipède rectangle, le cas d'une boîte, c'est un rectangle. Regardez, c'est un rectangle qui a une largeur et une longueur, mais il a une hauteur.
Ça va? Voilà, ça c'est le cas du parallélépipède rectangle. Si vous parlez des cubes, vous avez trois côtés égaux, même dimension. Vous avez A et A. Hauteur, largeur et longueur. A et A. Ça va? Donc, chaque cas, on a une forme. Mais toujours, on part des trucs de base, c'est-à-dire la forme les formes de base. Vous avez des carrés, des rectangles, des losanges, des cercles, des disques. Ça va? À partir de ces formes, parce que ces formes ont des surfaces. Et nous, on veut former des volumes. Donc, si on veut former des volumes, on part d'une surface, on l'a posée sur le plan d'équation z est égal à A, et après, on se déplace d'une manière ou bien verticale, ou bien d'une manière horizontale. Ça dépend du déplacement, ça y est, et comme ça, on va former des volumes. Comme le cas ici, regardez, le cas d'une fonction quelconque. Regardez, ça, c'est une fonction quelconque qui n'a pas de forme géométrique. C'est-à-dire qu'il n'a pas la géométrie, c'est-à-dire usuelle, comme le carré, le rectangle, quoi d'autre, le cercle, ça va? C'est une forme quelconque. Et si on est en présence d'une forme quelconque, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais ici, je parle dans le cas où on a des cercles. Ça va? Après, je vais vous parler des cas où on a des rectangles, le cas où on a des losanges, la forme d'un losange, le cas où on a la forme qu'est-ce qu'on a dit, d'un carré, ça va? Mais moi, je parle ici quand vous avez un axe et on tourne autour d'un axe de révolution. Donc, si vous avez on tourne autour d'un axe, donc on décrit quoi? Des cercles qui ont des rayons. Donc, moi, je parle dans ce cas. Ça va? Bon. Alors, c'est quoi le volume? Le volume ici, quand on se déplace, vous avez surface de base, voilà la hauteur. Surface de base, c'est S de T. La hauteur, c'est dt. dt est très minime, très fine. Presque qui tend vers 0. Et après, on va superposer les surfaces une au-dessus de l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive. On part de z est égal à A, c'est-à-dire de la base, jusqu'à ce qu'on arrive au maximum, c'est z est égal à B. Donc ça, c'est somme. Pour les volumes, on ne les appelle pas des intégrales en général, on les appelle des sommes. Alors, somme de z est égal à A, maximum z est égal à B, ça y est, des surfaces fois la hauteur. Surface de base fois la hauteur, S de T fois dt. UV, unité de volume. Ça va? Maintenant, je vais parler dans le cas d'une fonction. Alors, après, je vais parler le cas d'un parallélépipède rectangle, le cas d'un cube, le cas d'un carré. Bien sûr, les bases, ce sont des rectangles, des carrés, ça va, des losanges. On va voir ça après. On va voir même comment on calcule le volume d'une sphère à partir des intégrales. Ça va? Maintenant, on va voir le cas de fonction, c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, s'il vous plaît, ça c'est dans le cas de la physique. Ça y est, on voit souvent ça dans le cas de physique, mais ici en mathématiques. Parce qu'on vous donne une fonction à étudier et on vous demande de calculer le volume. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez un morceau de courbe, C de F. Ça y est, on va travailler sur l'intervalle x égale à A, x égale à B. Ça va? Donc ici, suivez s'il vous plaît, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Presque c'est la même chose, mais ici, alors, vous prenez la droite, voilà, elle passe par les extrémités. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a dit ici? X est égal à A. Et maximum, la même chose, x est égal à B. Regardez bien le dessin, c'est pas bien fait, mais au moins on va avoir une idée. Ça va? Regardez. Vous prenez un morceau de courbe, sa partie qui est en rouge, et comme sorte de corde, et vous allez faire tourner l'axe des abscisses. Si vous faites tourner l'axe des abscisses, vous allez former un corps qui a un volume, un corps qui n'a pas une forme géométrique classique. Ça va? Qu'est-ce que je vais faire? Regardez, la partie de C de F, une fois elle tourne, une fois elle arrive ici dans le même plan que l'axe des abscisses et C de F, je vais la retrouver ici. C'est comme si vous avez comme si on applique une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Vous êtes d'accord? Alors, parce que là, C de F va tourner comme ça, alors après elle va arriver d'une manière, elle va se trouver sur le même plan que l'axe des abscisses. C'est pour ça que j'ai mis que des traits comme ça. Ça y est? Donc ça va comme si vous avez une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Vous êtes d'accord? Voilà. Normalement, ça c'est quelque chose d'imaginaire. Ça y est, on a l'impression qu'on la voit, mais en réalité, on n'a que ce morceau de C de F, un morceau de corde, et on fait tourner autour de l'axe des abscisses. Bien, alors après, qu'est-ce que vous remarquez? Si vous prenez un couteau, admettons vous avez une forme, et vous prenez un couteau, vous commencez à couper. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des cercles. Vous êtes d'accord? Tout ça sont des cercles.
c'est simple, vous prenez des couteaux et un couteau, vous coupez d'une manière parallèle avec l'axe des ordonnées. Vous allez trouver toujours des formes de cercle qui n'ont pas le même rayon. Regardez, n'ont pas le même rayon, ça dépend de la forme de la courbe. Ici, vous avez une courbe qui est décroissante, elle peut être croissante, donc je ne sais pas, je ne connais pas l'allure. Moi, j'ai dessiné au hasard. Ça va? Bon. Maintenant, ces cercles, tous ces cercles ont des rayons. Vous êtes d'accord? Et c'est quoi ce volume? La forme, c'est un cercle. On a tracé l'axe x égale a, x égale b. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous faites la somme, la surface du premier plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième, plus le dernier, qui a pour centre b, le premier a pour centre a, le dernier a pour centre b. Si vous faites la somme de ces surfaces, vous allez former le volume. Ça va? Et ce volume, il va varier de x égale a jusqu'à x égale b. Ça, pour déterminer ce volume, on doit connaître la surface. C'est quoi la surface? C'est pi r carré en général. Vous êtes d'accord? Maintenant, c'est quoi le centre? C'est quoi l'horizon? Alors, je vais écrire au hasard. Vous savez, le premier, ça correspond au centre x égale a. Ici correspond à x1, par exemple ici x2. Moi, je prends un cas général x. Quelconque. C'est-à-dire que je vais considérer ce cercle. Ça y est. Et comme ici, j'ai pris tout à l'heure un t quelconque, compris entre a et b. Maintenant, j'ai pris un x compris entre a et b. Pourquoi tout à l'heure j'ai pris des t? Parce que je travaille suivant l'axe des z. Maintenant, je vais travailler suivant l'axe des abscisses, compris entre a et b. Ça y est. À quoi est égale la surface de S? S de x. Dessus x. À quoi est égal? Qu'est-ce qu'on a dit? Surface de base. Voilà, c'est pi r carré. Vous êtes d'accord? La surface, c'est pi r carré. Donc pi fois r. R au carré. Vous êtes d'accord? R de x. Alors, ce rayon dépend de x. R de x. Parce que si vous changez pi r carré, si vous changez de place, ce rayon ne va pas être comme celui-là, ne va pas être comme celui-là, ne va pas être comme celui-là, ni... Regardez, parce que ici vous avez un rayon qui est grand, ici un peu, ici c'est petit, ça va, donc ça dépend de l'allure de la fonction. C'est quoi le rayon? Alors le rayon, quand on a un cercle, regardez, quand vous avez un cercle, vous avez le centre, moi j'ai x, c'est le centre, le rayon c'est cette distance. Une fois que je touche le cercle, j'ai le rayon, c'est d'accord, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà le x, vous voulez avoir le rayon. Parce qu'ici, on le voit dans l'espace, c'est pas sur le plan, c'est dans l'espace, parce que je tourne. Regardez, je vais tracer une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Et voilà. Voilà le rayon. Et voilà. Ça, c'est le rayon. Ça y est, ça, c'est le petit r de x. Mais c'est quoi ce petit r de x? Ça y est, donc, qu'est-ce qu'on a dit? X, jusqu'à ce que vous touchez le cercle. Voilà, x. Je suis partie d'une manière verticale, j'ai touché le cercle et je trouvais le rayon. Mais ce rayon correspond à quoi? Alors, vous allez former un rectangle avec, c'est-à-dire d'une manière parallèle. Regardez, suivez comme ça, jusqu'à ce que je touche l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que je remarque? Cette droite, elle touche C de F. C'est-à-dire, ce point correspond à quoi? Correspond à f de x, c'est l'image de x. C'est-à-dire, le rayon n'est autre que f de x. Donc, ça y est, donc je vais passer maintenant ça. L'image de x par f. Avec R de x, le rayon. Je vais mettre vous pouvez laisser grand R, R de x, vous pouvez dire comme ça, R de x, ça va. Rayon au carré, ça va. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que ce rayon R de x n'est autre que F de x. Ça va? N'est autre que l'image. Ça va? Parce que quand on veut déterminer le rayon du centre vers le cercle. Une fois qu'on touche le cercle, une fois je touche le cercle, et voilà, j'ai le rayon. Le rayon, une fois je touche le cercle, voilà, j'ai touché C de F, donc d'une manière parallèle, j'ai l'image. Ça va? Et par conséquent, ceci implique à quoi est égal S de x. S de x n'est autre que pi F de x au carré. Et voilà, j'ai trouvé la surface. Et maintenant, je vais appliquer la même chose. Donc, à quoi est égal le volume? Voilà, c'est la forme. À quoi est égal le volume? Ça y est, de cette forme, c'est l'intégrale, la même chose. De quoi? Ça varie de x égale à x égale à b. Ça y est, de s de x dx par unité de volume. Ça va comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était s de t dt. Maintenant, s de x dx. Mais c'est quoi s? La surface. Ça y est, c'est pi f au carré. Et maintenant, je termine. Ça y est. Le volume il est plus simple que la surface.
Et voilà, ça y est, et par conséquent, donc, à quoi est égal le volume? Pour remplacer, donc le volume est égal à intégrale de A à B, ça y est, de, qu'est-ce qu'on a dit? S c'est quoi? C'est pi f au carré de x dx par unité de volume. Vous pouvez faire sortir le pi à l'extérieur et vous avez à quoi est égal le volume, c'est pi intégrale de A à B f au carré de x dx par unité de volume. Ça va? Et vous remarquez ici, pour le volume, on n'a pas de problème par rapport, regardez, pour les surfaces, on doit connaître la courbe qui est dessinée au-dessus de l'autre, ça y est, pour comme ça, parce qu'on a un problème de signe. Donc regardez le résultat final, je n'ai aucun problème avec le signe. Calculer intégrale de A à B. C'est-à-dire, si on vous demande un calcul de volume, il suffit seulement de calculer f au carré, appliquer l'intégrale, multiplier par pi et multiplier par unité de volume. Ça y est. Je répète, je ne vous ai pas donné ça en détail. Il y a des trucs qui manquent, c'est sûr. Ça y est, il y a des trucs qui manquent. Mais d'une manière grosso modo, voilà la forme générale. Ça y est. Donc, si vous trouvez quelque chose qui manque, c'est à vous de compléter. D'accord? Allez, on continue. Alors, voilà une petite application sur le volume. On vous donne une fonction f définie par f de x est égal à exponentielle, ça c'était un bac, exponentielle 2 exponentielle 2x moins racine de 1 plus 3 exponentielle 2x. Première question, on vous demande de calculer l'intégrale i. Et deuxième chose, on va vous demander de calculer le volume. Ça y est, on va parler du volume appris. Maintenant, au début, on va calculer l'intégrale i. Alors, à quoi est égal i? Première question, vous avez i est égal à intégrale de 0 à ln de racine de 8 exponentielle 2x racine 1 plus 3 exponentielle 2x dx. Alors s'il vous plaît, quand vous avez une racine au numérateur, ce n'est pas une forme usuelle. Alors il vaut mieux la mettre sous forme de 1 demi. Ça y est, vous allez rendre l'intégrale plus simple. Alors ln de racine de 8, vous allez écrire exponentielle 2x, et ici vous allez mettre 1 plus 3 exponentielle de x à la puissance 1 demi dx. Ça y est. Donc si vous avez racines, les racines d'une manière globale, il faut les mettre sous forme de fractions. Ça devient le calcul de notre exemple. Après, vous allez poser u de x. C'est quoi u de x? U de x, c'est la fonction que vous avez ici. 1 plus 3 exponentielle de x. C'est quoi sa dérivée? U'. Alors, u' de x est égal à dérivée de 1, c'est 0. Le 3, on va le garder. Exponentielle de x, c'est 2 exponentielle de x. Donc ça donne 6 exponentielle de x. Vous remarquez ici qu'on a exponentielle de x, il manque un 6. Donc je multiplie par 6 divisé par 6 ici. Donc, à quoi est égal l'intégrale i? Je vais mettre un sixième. Ça va? Je vais mettre l'intégrale de 0 à ln de racine de 8. Ici, il me manque un 6 pour avoir u'. Donc 6 exponentielle de x. La racine, la même chose, ça c'est la même chose, donc on va mettre ici 1 plus 3 exponentielle de x à la puissance 1 demi dx. Ça va, c'est juste ici. Bon, alors ça c'est quoi? C'est quoi 6 exponentielle? 6 exponentielle, c'est u'. Alors ça, c'est u' de x, et ça, c'est u de x à la puissance n, cas général. Ça y est? Donc, si vous avez u', intégrale, je vais l'écrire en rouge. Si vous avez intégrale de u' puissance n, intégrale de a à b de u' de x fois u puissance n, alors u puissance n de x dx, voilà. À quoi est égal ceci? C'est égal à u puissance n plus 1 de x sur n plus 1. Ça va? Et vous, bien sûr, mettez les bornes de a à b avec, bien sûr, n différent de moins 1 pour ne pas avoir de problème avec le dénominateur. Ça va? Et c'est ce que j'ai ici. Donc, je remplace. Donc, à quoi est égal i? Donc, le i est égal, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un sixième d'abord. Ça y est, vous allez avoir ici 0. ln de racine de 8. Vous allez remplacer ici u de 2x par u' de x. Ici, ça va donner u à la puissance 1 demi de x dx. Ça va? 1 demi joue le rôle de n. Et par conséquent, vous allez avoir un sixième. Ça va? Et vous allez avoir u puissance 1 demi. Vous ajoutez 1. Ça y est. Et la somme, ça donne 3 demi. Vous divisez par 3 demi. Ça va? Et vous avez les bornes de 0 à ln de racine de 8. Alors on inverse 2 sur 3, vous simplifiez, il va rester un neuvième.
voilà, il va rester 1/9. Essayez d'effectuer le calcul. 3 demi, je change les places. Vous allez voir 2 sur 3. 2 avec le 6, il va rester 1. 3 avec 3, ça donne 1/9. Il va rester u puissance 3 demi, voilà, de x. Et il est bas, ça va être de 0 à ln de racine de x. Ça y est, remplacez maintenant le u. Donc, la fonction u de x, vous allez avoir 1/9. 3 demi, c'est racine au cube. Alors, on a vu déjà ça. Les bornes, on a dit de 0 à ln de racine de 8. Et remplacer le u. Qu'est-ce qu'on a dit, c'est quoi le u? U n'est autre que 1 plus 3 exponentielle de x. Donc 1 plus 3 exponentielle de x. Ça va? Ça c'est positif, ça c'est positif. Vous pouvez mettre le 3 à l'extérieur. Comme ça, vous allez rendre le calcul un petit peu simple. Ça y est. Et comme ça, vous allez avoir racine de 1 plus 3 exponentielle de x au cube. Voilà. Et variant de 0 à ln de racine de 8. Ça va? Autre chose, encore pour rendre le calcul plus simple que ça, vous pouvez enlever le 2, mettre des parenthèses, comme ça vous allez faire disparaître le logarithme. Ça va? Donc ça donne 1/9. Ça c'est pour faciliter le calcul, sinon vous pouvez sauter tout ça. Donc vous allez avoir 1 plus 3, vous allez mettre exponentielle x, mettez les parenthèses, mettez au carré, le cube à l'extérieur, ça va? Le cube à l'extérieur et 0 ln de racine de 8. Et comme ça, vous allez voir le calcul, ça va être très très simple. Alors, 1/9 remplacé par ln de racine de 8. Si vous mettez ici ln de racine de 8, le ln avec l'exponentielle va disparaître. Il va rester que racine de 8. Voilà, donc la première, vous allez avoir 1 plus 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Exponentielle, qu'est-ce qu'on a dit? Logarithme racine de 8. Ça y est, tout ça au carré. Ça y est. Ça, c'est pour la première fois, au cube, c'est ça, au cube. Moi, maintenant, remplacé par 0. On remplace par 0, donc vous allez avoir racine, voilà, 1 plus 3, exponentielle 0, ça va, le tout au carré, et tout ça au cube, et mettez les crochets. Maintenant, ça y est, on calcule, c'est fini. 1/9. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Logarithme exponentielle va disparaître, il va rester racine de 8, racine de 8 au carré, c'est 8, donc il va rester racine. 1 plus 3 fois 8, le tout au carré, moins, ici il va rester 1, exponentielle puissance 0, c'est 1, 3 et 1, c'est 4, donc racine de 4, racine de 4 au cube, attention, c'est au cube ici, au cube, et voilà, c'est terminé, et maintenant la dernière ligne, à quoi est égal I? Alors I est égal, ça c'est 24, puis ça c'est 25, racine de 25 c'est 5, vous allez avoir 1/9. D'abord, vous allez avoir ici 5 au cube, moins, racine de 4 c'est 2, vous allez avoir 2 au cube, moins 2 au cube. Et voilà le résultat de pi. Il suffit seulement d'effectuer les calculs. Ça va? On a répondu à la question. Maintenant, on va passer à la deuxième question, c'est calcul de volume. Alors, le calcul de volume, je n'ai pas besoin d'étudier la fonction. Vous voyez, donc je peux passer directement vers le calcul. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire le mot engendrer? Engendrer, c'est créer. Créer un volume. Ça y est. Donc, vous allez dessiner C de F. Vous engendrez par la rotation de C de F autour de OX. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une partie de courbe. Vous prenez l'axe OX et vous faites tourner. Alors, si je tourne, je crée un volume. Engendré par la rotation de C de F autour de OX. C'est-à-dire, si j'effectue la rotation de la courbe C de F autour de OX, je crée un volume. Ça y est, et ce volume, je veux qu'il soit limité par x égale 0 et x égale ln de racine de 8. Alors, je commence. Alors, pour la deuxième question, c'est quoi ce volume? Le volume est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Pi intégrale. C'est quoi x? La plus petite valeur, c'est 0. La plus grande, c'est ln de racine de 8. Qu'est-ce qu'on a dit? F au carré de x dx. Ici, ils ont pris un repère orthonormé, j'ai oublié d'écrire. Alors, engendré dans un. Alors, avec OIJ, voilà, je vais l'ajouter avec OIJ, repère orthonormé. Alors, repère orthonormé. Et voilà, ça y est, c'est-à-dire avec la norme de I est égale à la norme de J. Est égal à 1. Ça y est, comme ça, on n'a pas de problème. Ça y est égal à 1 parce que moi, je travaille avec un volume. Donc, je tourne autour de l'axe DI. Ça y est.
Voilà, donc on va dessiner. Bien sûr, le départ, ils ont pris un repère orthonormé au IG pour pouvoir dessiner C de F, ça y est. Et pour former le volume, on tourne autour de OX et comme ça, on crée 3D, c'est-à-dire dimension 3, ça y est. Mais le dessin, le départ, c'était dans un repère orthonormé au IG. Ça va? Très très bien. Alors maintenant, je continue le calcul. Vous allez écrire pi, ça y est, intégrale de 0 à n de racine de 8. Remplacez la fonction, vous avez 2 exponentielle 2x moins racine de 1 plus 3 exponentielle 2x, le tout au carré. Voilà, dx par unité de volume. Ici, vous avez un repère orthonormé, K normal, donc vous allez écrire centimètre au cube. Voilà. C'est-à-dire ici, ils ont pris la norme de I. Je répète, quand on a dessiné C de F, on a pris la norme de I est égale à la norme de J est égale à 1. Bien sûr, la création de l'axe K, c'est quand on tourne autour de OX, on crée dimension 3. Donc, vous allez avoir dans ce cas 3D. Ça y est. Alors, maintenant, c'est une identité, il faut développer. Donc, vous allez avoir pi intégrale de 0 à ln de racine de 8. Développer, c'est a moins b au carré. Vous allez avoir 4 exponentielle 4x. Je passe directement. Ça y est, moins 2 fois. Avec le 2, ça donne moins 4. Exponentielle 2x racine de 1 plus 3 exponentielle 2x plus b carré. La racine va disparaître. Il va rester 1 plus 3 exponentielle 2x. Voilà, tout ça, dx par centimètre au cube. Ça y est, donc je vais former deux intégrales, je vais mettre des crochets. Vous allez avoir ici 4 exponentielle 4x plus 1 plus 3 exponentielle 2x. Ça, c'est facile à calculer. Donc, de 0 à ln de racine de 8. Et le deuxième calcul, je vais mettre le 4 à l'extérieur, ça va? Et l'intégrale, ici vous allez avoir exponentielle 2x, racine de 1 plus 3 exponentielle 2x dx, et ça varie de 0 jusqu'à ln de racine de 8. Il faut fermer et écrire centimètre au cube. Et voilà. Ça, vous allez avoir pi, intégrale. Le 4, c'est du constant, je ne touche pas. Ça y est, et ça, c'est la primitude exponentielle à x, c'est exponentielle à x sur a. C'est-à-dire que vous allez avoir exponentielle à x sur a, c'est-à-dire sur 4. Ça, c'est pour le premier. Le 1, c'est x. Le 3, je ne touche pas. Exponentielle 2x, c'est exponentielle 2x sur 2. Intégrale de a à b, exponentielle alpha x dx. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne exponentielle alpha x sur alpha. Sur alpha et variante de a à b, bien sûr, avec alpha différent 0. Sinon, on a des problèmes. Ça va terminer pour le premier. Donc, ça varie entre 0 et ln de racine de 8. Ça va? Vous allez avoir moins 4. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est i. I qu'on a calculé tout à l'heure. Moins 4i. Et voilà, c'est tout. Et vous allez, pour ne pas avoir de problème, donc je vais mettre ici un petit crochet et le grand crochet. Et voilà. Ça va? Voilà, centimètre au cube. Et bon, ça va? Alors maintenant, le calcul, le 4 avec le 4 va disparaître. Je sais pas, voilà. Et après, vous allez avoir le volume, égal pi, crochet, remplacé par log. Donc vous allez avoir exponentielle ln de racine de 8 à la puissance 4, comme j'ai fait tout à l'heure, plus logarithme de racine de 8, x plus 3 demi. Vous allez avoir exponentielle de logarithme de racine de 8, le tout au carré. Ça y est, je vais poser les calculs, c'est à vous d'effectuer. Ça va? Ça, c'est pour le premier. Voilà, moins remplacé par 0, e puissance 0, c'est 1. Ça, c'est 0, plus 3 demi. Et voilà, ça c'est pour le premier. Clair? Pour le deuxième, le second. Alors, vous allez avoir moins 4i, donc moins 4. Et le i, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? Voilà. 4, vous allez avoir 4 sur 9. Voilà. Parce que i est égal à 9, donc 4 sur 9, facteur de 5 puissance 3, moins 2 au cube. Et voilà le résultat final. N'oubliez pas, centimètre au cube. Ça y est, on a effectué les calculs, et c'est tout. Alors, le but dans cet exercice, c'est que je vous ai montré comment on calcule un volume. Ça va? Il y a des élèves qui vont me dire où est le troisième axe au cas. Ça y est, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était
l'axe des I, l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Z, c'était tout à l'heure, c'était vertical et j'ai effectué une rotation. J'avais effectué une rotation autour de l'axe de révolution, c'était en parallèle avec l'axe des Z. Ça va? Maintenant, si on effectue une rotation autour de OX, on va créer un autre axe. Ça y est, parce que de base, on avait un repère OI, repère orthonormé. Vous êtes d'accord? Pour dessiner C de F. Mais une fois on parle de volume, à force de tourner autour de l'axe OX, on crée un autre axe qui va être l'axe des K, c'est-à-dire l'axe des Z. Ça y est, on va créer l'axe des Z pour avoir une rotation, c'est-à-dire pour avoir un volume. C'est-à-dire on va travailler dans 3 dimensions. Clair? Et voilà, c'est terminé. Donc, voilà, ça c'est à propos du volume. Ça va? Et maintenant, on va passer aux surfaces. Pour la surface, je vais prendre une fonction avec sa fonction réciproque. Alors pour la dernière partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va traiter un cas de surface entre C de F, une zone limitée par C de F et C de F-1. C'est un cas qu'on avait proposé dans un examen et ils n'ont pas demandé l'expression de F-1, ils ont demandé seulement de calculer la surface, l'air limité par C de F et C de F-1. Alors, j'ai pris un cas simple. Je répète le cas de C de F, C de F-1, toutes les deux courbes vont se rencontrer en 2 points. Alors ici, comme vous remarquez, j'ai pris le cas de 2 fonctions très simples. Je vous ai donné 2 méthodes. La première, là où j'ai l'expression de f de x et l'expression de f-1. Et le deuxième cas, où je n'ai que l'expression de f de x égale, mais je n'ai pas l'expression de f-1 égale. Ça y est, f-1 de x égale. Je n'ai pas l'expression. Ça y est. Alors, ils nous ont demandé de déterminer l'air limité par C de f et C de f-1 entre x égale a et x égale b. Alors, j'ai pris des cas très simples. Le cas de x carré et le cas de racine de x. Vous allez me dire, c'est un cas banal. Oui, c'est un cas banal. Mais en mathématiques, il n'y a rien de banal. Et il faut toujours se méfier des apparences. Allez, on commence. J'ai dessiné, comme vous savez, comment on dessine x carré et racine de x sont des cas simples. Vous avez une symétrie par rapport à la droite delta, la première bisectrice d'équation y égale à x. Je répète, là où vous avez C de f et C de f-1 se rencontrent en 2 points. Alors, regardez, les deux courbes se rencontrent en 2 points. J'ai pris ici le cas de l'origine du repère et le cas du point A de coordonnées A1. Parce que vous savez, pour racine de x et x carré, j'ai pris un cas simple, donc ici vous allez avoir le 1. Voilà. Ça y est, j'ai pris le cas de 2 courbes simples, x carré avec racine de x. Vous pouvez avoir n'importe quelle fonction. L'essentiel, c'est que les deux courbes se rencontrent avec la première bisectrice en 2 points. Ces 2 points leurs axes vont être les bornes de l'intégrale. Par exemple, ici, pour l'origine, vous avez x égale 0, et pour ce point, vous avez x égale 1. Donc, je vais calculer la surface limitée par la droite x égale 0, x égale 1, et avec l'expression de C de f, et avec les courbes C de f et C de f-. Ça y est. Alors, première méthode. Bien sûr, j'ai considéré les 2 points. Dans le cas général A et B, ici, on a un cas particulier, l'origine du repère. On peut avoir n'importe quel point. L'essentiel, il faut avoir ici x égale A, x égale B, et ces axes vont être les axes de 2 points où C de f et C de f-1 se rencontrent avec la première bisectrice. Alors, soit delta, la surface limitée par C de f, C de f-1, et le de droite d'équation x égale 0, x égale 1. Alors, c'est quoi le delta? Donc, le delta va être l'union de delta 1, union delta 1, c'est-à-dire toute la zone. Ça y est, voilà. Alors, l'air de delta, comme vous remarquez, vous avez la couleur rouge au-dessus de la couleur verte. La couleur rouge correspond à f-1 et la couleur verte correspond à f de x. Ça y est, donc l'intégrale, on va avoir f-1 moins f de x dx. Ici, j'ai pris un repère orthonormé, toujours quand on dessine x carré et racine de x, dans un repère orthonormé avec les normes i et la norme de i, la norme de j égale à 1. Ça va? Bon, alors, dans ce cas, vous allez avoir centimètre carré, unité normale. Ça va? J'ai pris l'intervalle 0,1, voilà, de l'origine du repère au point A1, parce que ce sont les deux points où C de f et C de f-1 vont se rencontrer. En plus, le domaine de définition, c'est quoi?
c'est pour la racine, c'est 0 plus infini. Pour x carré, j'ai pris la restriction de 0 jusqu'à plus infini. Comme ça, on peut parler de fonction réciproque. Parce que la fonction x carré n'est pas bijective. f de x, on fait correspondre x carré, n'est pas bijective. Par contre, si on prend la restriction de 0 à plus infini, elle est bijective. Et par conséquent, elle a une fonction réciproque. Allez, on continue. Donc, f moins 1, c'est racine de x. Moins f, c'est x carré, dx centimètres carrés. Comme je vous ai dit, quand vous avez une puissance au numérateur, il faut la mettre sous forme une racine, il faut la mettre sous forme de puissance. Donc, racine de x, c'est x puissance 1 demi. X carré, je n'ai pas touché. Après, maintenant, je vais intégrer. Alors, ici, vous avez 1 demi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter 1, ça devient 3 demi sur 3 demi. Ici, vous avez x carré, on ajoute 1, ça devient x au cube sur 3. Ça y est. Alors, après, x puissance 3 demi, c'est racine de x au cube. 3 demi au dénominateur, ça devient 2 tiers, moins x au cube sur 3, de 0 à 1, ça va. Après, voilà, j'ai factorisé par 1 tiers, ça va. Je vous ai donné un cas très simple, donc 2 racines de x au cube moins x au cube, et après, j'ai remplacé par le 1. Alors, si vous remplacez par 1, ça donne 2 moins 1, par 0, ça donne 0, et l'air, ça va être 1 tiers centimètre carré. Vous êtes d'accord? Donc, c'est un cas qui est très simple. Mais une fois que vous passez au cas compliqué, donc vous avez déjà la méthode en tête. C'est ça ce qui m'intéresse. Bon. Mais le jour du bac, on ne va pas vous donner cette méthode. Parce que ça, c'est un cas qui est simple. Si vous avez l'expression de... Alors, je parle maintenant dans le cas général. Parce que ici, je vous ai donné deux fonctions très simples. X carré, racine. Ça fonction réciproque. Mais dans le cas général, on ne va pas vous donner des fonctions simples. On va parler dans le cas général, c'est-à-dire des fonctions f avec sa fonction réciproque. Ça y est, et en général, on ne donne pas l'expression de f moins 1. C'est vraiment rare. Si on le donne, l'affaire est réglée. Mais si on ne donne pas l'expression de f moins 1, donc vous ne pouvez pas appliquer la première méthode. C'est raté. Ça y est, donc la première méthode est ratée. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le plan B. Alors, le plan B, l'essentiel. Voilà ce que je dois avoir pour ne pas avoir de problème. Vous allez dessiner C de f. Ça y est. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à C de f et des élèves qui ne peuvent pas arriver à dessiner C de f. Dans ce cas, vous allez mettre la valeur absolue. Ça y est, si, comme ça, on ne risque pas d'avoir de problème avec les C. Ça va? Bon. Alors, dans le cas général, je répète, on va vous demander de déterminer les points de rencontre ou bien résoudre l'équation. Je répète, alors, deuxième méthode, on peut vous demander, écoutez bien, on peut vous demander, alors remarque, de résoudre l'équation f de x. On a déjà vu ça dans la première partie du programme quand on avait parlé de C de f et C de f moins 1. Admettons, si on vous demande de résoudre, alors ça c'est une remarque très importante. Si on vous demande, écoutez bien s'il vous plaît, on vous demande de résoudre l'équation f de x est égal à f moins 1 de x. Il y a des élèves qui l'ont oublié, il y a des élèves qui l'ont pas oublié, c'est bon, c'est bien. Mais moi, je donne un petit rappel. Si on vous demande de résoudre l'équation f de x égale f moins 1 de x et vous n'avez pas l'expression de f moins 1, alors regardez le dessin. Quand vous avez f de x est égal à f moins 1, c'est-à-dire c de f se rencontre avec c de f moins 1. Si c de f se rencontre avec c de f moins 1, elles vont se rencontrer avec la droite d'équation y est égale à x, c'est-à-dire avec la première bisectrice. Donc ici, voilà, vous avez deux points en commun. Ces deux points, l'origine et A, se rencontrent. Ce sont l'intersection de trois courbes. Lesquelles? La courbe C de f, la courbe C de f moins 1 et la droite. Même la droite, c'est une courbe. Ça y est. Donc, si on vous demande de résoudre l'équation, même si s'il s'agit d'une question dans le sujet de l'étude, c'est équivalent à résoudre l'équation f moins 1 de x est égal à x. C'est quoi x? C'est la première bisectrice parce que vous avez y égal à x. Ça y est, c'est la même chose. En général, puisqu'on n'a pas ici la fonction réciproque, donc on peut passer directement à la résolution d'équation f de x est égal à x. Et voilà. Ça y est. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Quand C de f se rencontre avec C de f moins 1, c'est dans le cas général un point A admettant. Ce A n'appartient pas seulement à C de f et C de f moins 1, il appartient aussi à la première bisectrice. Et la première bisectrice a pour équation y égale à x. Et par conséquent, f moins 1, c'est-à-dire C de f moins 1 va se rencontrer avec la première bisectrice et C de f va
il va se rencontrer, la courbe va se rencontrer avec la droite, la première bisectrice d'équation y égale x. Ça va? Bon. Alors comme ça, on va déterminer les points. Ça y est? Alors dans notre cas, il y a deux points. Il y a le point O et le point A. Le O d'abscisse 0 et le point A d'abscisse 1. Clair? Une fois on termine, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Ils vont vous demander de calculer la surface limitée par C de F et C de F moins 1. Ça y est? Alors, comme vous remarquez ici, d'après le dessin, vous avez l'axe Y, c'est un axe de symétrie. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les points rouges ont leur symétrique se trouve dans la partie verte. C'est-à-dire la partie rouge a la même surface que la partie verte. Je répète, quand vous avez deux points d'intersection avec C de F moins 1, la droite Y égale à X, et ces points ont pour abscisse A et B. Donc ici on a le cas X égale 0, X égale 1. Ça va? Alors je répète, les points, tous les points, c'est-à-dire la surface rouge est égale à la surface verte. Ça y est? Par conséquent, si on veut calculer toute cette surface, il suffit seulement de prendre la moitié et la multiplier par 2, tout simplement. Ça y est? Je répète, si on a envie de calculer cette surface, on prend que la moitié, ou bien on prend la partie rouge, ou bien on prend la partie verte et on la multiplie par 2. Ça y est? Alors, la partie rouge, je ne peux pas, parce que je ne sais pas à quoi est égale l'expression de F moins 1, moi je pars dans le cas général. Ça y est? En général, je n'ai pas F moins 1, donc je ne peux pas parler de la partie rouge. Par conséquent, la partie verte, oui, parce qu'en général, on nous donne l'expression de la fonction F. Ça va? Très bien. Alors, puisque j'ai l'expression de la fonction F, dans ce cas, regardez, la fonction F, elle est en vert, c'est de F en vert, et vous avez la couleur bleue. C'est quoi la couleur bleue? C'est la première bisectrice. Donc, la surface rouge et verte, toute cette surface, est égale à deux fois la surface limitée par les droites x égale A, x égale B, la première bisectrice et C de F. Ça y est, regardez la partie verte, la partie rouge et la partie verte est égale à deux fois la partie verte. La partie verte, elle est limitée par quoi? Par la première bisectrice C de F, la droite x égale 0 et la cas général x égale A, x égale B, première bisectrice et C de F. Ça y est. Alors, quand on ne sait pas, si on n'arrive pas à décider, si on ne connaît pas la position de la première bisectrice, la position relative de C de F avec la première bisectrice, dans ce cas, vous allez mettre la valeur absolue, et comme ça, le problème de signe est résolu. Clair? Mais nous, ici, on n'a pas de problème, donc on sait que la première bisectrice au-dessus de C de F, et par conséquent, regardez, voilà, donc delta, c'est la zone delta, ou bien la surface. La zone delta est égale à l'union de delta 1 avec delta 2, ça y est, et par conséquent, vous avez l'aire de delta 1 est égal à l'aire de delta 2. Vous êtes d'accord? Parce que vous avez une symétrie axiale d'équation la droite y égale x, c'est-à-dire la première bisectrice. Et par conséquent, A de delta va être deux fois A de delta 1. C'est quoi delta 1? C'est la surface en vert. La surface en vert, elle est limitée par la première bisectrice, la droite, et c'est la première bisectrice au-dessus de, regardez, en haut, vous avez la première bisectrice, et en bas, vous avez C de F. Ça y est? Donc vous allez avoir Y moins F de X. Ça va? Or, à quoi est égal Y? La première bisectrice, c'est X. F de X, dans le cas général, vous allez remplacer par son expression. Ça y est, vous allez intégrer l'intégrale de X. Ici, vous avez puissance 1, ça devient X carré sur 2. X carré, c'est X au plus sur 3. Vous allez réduire au même dénominateur. Et comme ça, regardez, on trouve la même valeur. Et bon, ça y est. Et voilà, vous avez A de delta et A de delta. Ça va? Comme ça, le problème est résolu. Je répète maintenant dans le cas général. Vous avez une courbe, une fonction f, vous n'avez pas l'expression de f-1. Admettons, vous demande de déterminer l'intersection de c de f avec c de f-1, ou bien de résoudre l'équation f de x égale à f-1. Il suffit seulement, regardez, celle du milieu, je n'ai pas l'expression de f-1 en général, donc je ne peux pas parler de la partie du milieu. Donc au lieu de résoudre cette équation, vous allez résoudre directement. Voilà, f de x est égal à x et le problème est résolu. Alors, vous allez trouver deux points d'intersection entre c de f et c de f moins 1, ça y est. Alors, et par conséquent, voilà, vous allez trouver l'axe y égale à x symétrique
c'est un axe de symétrie, c'est-à-dire la surface en rouge, dans le cas général, surface en rouge est la même que la surface verte, et par conséquent, la surface de delta, c'est l'union des surfaces, et par conséquent, vous allez faire deux fois la première bisectrice moins f de x, ou bien f de x moins y, ce que vous voulez. Ça y est, pas ce que vous voulez, selon le dessin, si vous arrivez à dessiner. Sinon, mettez la valeur absolue. Ça y est, donc vous allez avoir deux fois. Qu'est-ce qu'on a dit? Y moins f de x, ou bien f de x moins y. Voilà, ça y est. Mais nous, ici, on sait que la première bisectrice au-dessus de C de f, et dans ce cas, on n'a pas de problème. Ça va? Et comme ça, vous pouvez calculer la surface. Ça va? Alors ça, c'était un bac. Bien sûr, ce n'est pas la fonction x carré, c'est sûr. Mais ici, je vous ai donné un exercice très très simple où on a fait une vérification. On a trouvé vraiment, c'est juste. Au lieu de passer du calcul de surface entre C de F moins A, il suffit seulement de calculer la surface limitée par la première bisectrice et C de F, c'est tout. Bien sûr, toujours de x égale à A, x égale à B, avec c'est quoi A et B, les abscisses des points de rencontre de C de F avec C de F moins A. Ça y est, voilà, c'est terminé. Alors maintenant pour les terminations SMAT, la prochaine vidéo, ça va être sur les sommes de Riemann. Au revoir tout le monde.